suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai décidé de faire une foire aux questions, une FAQ, parce que vous avez beaucoup d'interrogations. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions, mais certaines, et notamment celles qui reviennent le plus. Alors, parmi celles-ci, on me demande d'où me vient ma passion de l'automobile. Écoutez, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé ça. Je suis passionné, les gens de ma famille m'ont toujours dit, quand tu étais gamin, tu parlais que de voitures. Ton livre de chevet, c'était, vous savez, les grosses bibles qui sortaient en général au mois de juin. C'était l'Autojournal, l'Automobile Magazine, c'était toutes les voitures du monde. Je lisais ça toute l'année, tous les soirs. Et j'avais même des jeux avec mes cousins-cousines, notamment ma cousine Sandrine, on est assez proches en âge. Et, parce que moi, j'étais le plus petit de tous mes cousins-cousines, mais avec elle, on a 2 ans d'écart. Et quand on était petit, bah, elle prenait l'Automobile Magazine, elle l'ouvrait à la page n'importe laquelle, quand elle venait dormir à la maison, et elle me disait, bon, avec sa petite voix super aiguë, et je sais pas, elle me disait R25 GTX, et moi je sortais la fiche technique de tous les modèles, et j'avais 8 ans, quoi, 8-10 ans, donc non, non, je suis un malade, je le sais, et je pense qu'il n'y a pas de traitement. Voilà, donc ma passion pour l'automobile, elle est viscérale, ancienne, elle est génétique. Voilà. Donc c'est vraiment passé dans le biberon chez moi, me concernant. Alors, une autre question qui est revenue, comment suis-je devenu présentateur? J'ai envie de vous dire presque par accident. J'ai jamais sincèrement poussé pour être devant la caméra. Je suis plutôt discret et assez timide de nature. Ça s'est fait comme ça. Des opportunités. J'ai commencé en étant journaliste, j'ai commencé à bosser en presse écrite. Après, j'ai bossé en radio. Et après la radio, j'ai bossé en télé. Et voilà, de fil en aiguille, des rencontres, des opportunités. J'ai jamais dit non, j'ai toujours accepté tel ou tel boulot, même souvent mal payé. Mais voilà, j'ai appris et je me suis retroussé les manches. Et après, il y a aussi un facteur de chance, et j'en ai eu. Donc voilà, on m'a aussi donné ma chance. Et c'est le cas de l'aventure qui a commencé avec Direct 8 il y a 19 ans. Voilà, ça c'est très simple, ça s'est fait. J'ai eu la chance à un moment d'avoir un rendez-vous par Richard Joffo, que j'embrasse et que je salue. Il m'a dit, je vais te présenter Vincent Bolloré, il est en train de faire une chaîne. Moi j'avais postulé, mais j'étais encore dans le cycle de recrutement, mais ils allaient ouvrir et j'avais pas été retenu. Et il me dit, mais c'est pas possible, il faut que ils ont besoin de toi, c'est fait pour toi, voilà, c'est une vraie opportunité. Et il était en contact avec Vincent Bolloré en direct, et il me dit, tu viens, on va trouver un moyen. Et je me rappelle aller à la Tour Bolloré à Puteaux, sur le quai de Dion-Bouton, donc c'est le siège du groupe. Et Richard m'appelle, il me dit viens, 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 je vais faire en sorte que Vincent Bolloré te reçoive. Je dis ok, bon, moi je savais qui était Vincent Bolloré, gros industriel, etc. etc. J'y vais, je poireaute à l'accueil 1 heure et demie, mais j'avais pas de rendez-vous, donc c'est normal, quelque part. Et je croisais Richard qui sortait comme ça de temps en temps, qui passait dans le hall, et il me disait genre, ne t'inquiète pas, genre, reste là, reste. Moi, je suis pas toujours très patient, mais j'attends, 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 j'attends. Et à un moment, je vois passer Vincent Bolloré qui sort comme ça. Et bon, moi, je l'avais reconnu, hein, lui non, parce qu'il ne me connaissait pas, c'est tout à fait normal. Et il y a Richard qui m'appelle. Donc, moi, je me lève, et il lui dit, Vincent, je vous présente, voilà, un des jeunes qui a suivi ma formation, il faut le rencontrer. Et très sympa, Vincent Bolloré, salut, il me dit, bah, écoutez, vous avez 5 minutes? Je dis, bah, oui, oui, j'ai 5 minutes. Il dit, bah, venez avec moi. Et Richard me dit, vas-y, en gros, il me pousse, quoi, et je me retrouve dans l'ascenseur avec Vincent Bolloré. On monte à son bureau qui est au 17e étage, donc en haut. Et on s'assoit. Il a été hyper aimable, hyper cordial, sincèrement. Et on parle de tout et de rien, ça dure 5 minutes. Et il me dit, bon, ok, super. Et il me dit, bah, vous êtes dispo? Je dis, bah, oui. Il me dit, bah, très bien. Il appelle le DRH du groupe, qui arrive 5 minutes après, et dans son bureau, et il lui dit, bah, écoutez, je vous présente Grégory, il nous rejoint dans l'aventure Direct 8, vous lui faites signer les papiers. Et c'était un mercredi après-midi, et Vincent me dit, bah, écoutez Grégory, vendredi, vous êtes à l'antenne vendredi à 20h ou 21h.
Il me dit, c'est OK pour vous? Je fais, oui, oui. Tu pars. J'étais comme ça, c'est pas possible. On va dans une grande salle de conseil, le DRH qui revient, me fait signer tous les papiers, les contrats types, et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc oui, pour le coup, c'était un facteur de chance et une vraie opportunité, et on m'a donné ma chance. Voilà, j'étais un jeune journaliste, pas connu, et ça s'est fait comme ça. Dans les questions qui reviennent, mais alors celle-ci, elle revient très très souvent, mon parking de rêve. Vu que j'ai eu la chance d'essayer à peu près tout ce qui roule sur cette terre, ça c'est une chance incroyable, hein. Si je devais faire un top 5, alors je me suis souvent posé la question si je gagnais à l'euro million. Donc j'ai déjà presque la réponse. Dans le désordre, il n'y a pas d'ordre. Je pense qu'un 300 SL Papillon, moi je trouve que c'est une des plus belles voitures qui soit. C'est sorti dans les années 50, mais la 300 SL Papillon, c'est une voiture de course qui est devenue une voiture de série fabuleuse. La Lamborghini Miura, j'ai eu la chance d'en rouler une aussi, et extraordinaire. Et puis la beauté de la ligne, voilà. Euh, je pense qu'il faut une Ferrari dans le top 5. Je dirais alors il n'y a pas de notion de prix, hein. Je dirais une 250 châssis court, qui est pour moi la plus belle Ferrari classique ever, bien plus belle qu'une GTO, etc. Mais ça fait quand même beaucoup de voitures anciennes, hein. On est dans les années 50 et les années 60. Une 911, une Porsche, mais ça c'est très difficile à choisir parce que il y a plein de modèles que j'adore. J'adore la 964 RS, mais dans le rêve ultime, je pense qu'une Yellowbird, une RUF, ça c'est waouh. J'ai la vidéo au Nürburgring de la présentation dans les années 80, ça a été quand même la voiture, je crois qu'elle est sortie en 86, 342 km/h, ça pulvérisait tout ce qui roulait. À mon avis, faut être pilote pour l'emmener fort, mais ça c'est ça c'est le rêve ultime. Une 64 RS, je ne détestais pas. Et puis, bon, il faut une Alfa, forcément une Alfa, un beau coupé Berton ou une belle Giulia Berline, qui sont c'est la même voiture, hein, c'est la même plateforme, sauf qu'il y a soit la version 2 portes, soit la version 4 portes, préparée par les Anglais, les sorciers de chez Alfa Olix. Bon, ça vaut 300 000 pounds. Voilà, une des deux. Voilà, un truc de fou. Et elle est une petite sixième, une Testarossa, mais une 512 TR, que je trouve tellement badass. Elle est dingue. Mais j'aime la Mini, j'aime tout en fait. Mais bon, voilà, ça c'est mon parking de rêve. Là, il faut beaucoup d'argent. Alors, il y a un autre truc que vous m'avez posé. Est-ce que j'ai eu des déceptions d'essai? Est-ce qu'il y a des voitures que j'ai essayées et qui m'ont déçu? Oui. Et elle fait partie de ma sélection de mes voitures de rêve. C'est la Ferrari Testarossa. J'ai toujours, parce que j'avais un poster de la Testarossa quand j'étais gosse dans ma chambre, donc c'est les années 80. Et pour moi, c'était le Graal. C'était waouh. C'était vraiment la voiture de mon enfance qui était phénoménale. Et quand j'ai eu la chance un jour d'en essayer une, et j'étais vraiment heureux, quoi, un gosse. Et, et, euh, et je me suis dit, ça va être extraordinaire à rouler. Et j'ai été déçu. La voiture, elle est lourde, elle braque pas. C'est un camion. J'étais sur des petites routes de l'arrière-pays niçois. C'était un enfer. Il faisait chaud. J'ai détesté cette journée. Et voilà, ça m'a cassé un rêve de gosse. Alors il paraît que la 512 TR, qui est l'évolution ultime de la Testarossa, ça n'a rien à voir, ils ont tout corrigé. Voilà. Et puis dans le garage de rêve aussi, je ferais peut-être un échange avec la 512 TR, c'est une F40. Et la F40, j'ai eu la chance aussi de l'essayer et j'avais peur de l'essayer. Je me suis dit, ça c'est inconduisible, ça va être un truc de barjo. Et je remercie Jacques, qui est le propriétaire de la seule F40 que j'ai roulée dans ma vie. Et j'ai trouvé ça fantastique. La voiture, elle n'était pas si compliquée et extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. D'autres déceptions. Après, c'est surtout quand on s'attache à un rêve comme ça, comme pour moi la Testarossa, et on a une telle attente, on met la barre tellement haut que bon, forcément, si l'essai n'est pas concluant, on est déçu. Mais globalement, non, moi je suis plutôt heureux et là, il y en a qui s'amusent. On est plutôt heureux d'essayer des voitures, quoi. Donc je suis rarement déçu, très rarement déçu. Vous me posez souvent des questions, des conseils. Qu'est-ce qu'il faut acheter, quelles sont les meilleures voitures plaisir. Bah, déjà, ça dépend du budget. Là, dans l'une de mes premières vidéos YouTube, je vous ai conseillé un Boxster S 986, première génération. Je trouve en voiture purement plaisir, pas cher, c'est extraordinaire. Voilà, je trouve ça génial. J'adore les Austin, une Mini Cooper.
Pareil, c'est encore abordable. C'est tellement marrant à rouler, c'est tellement fun. Je parle des anciennes, hein. Ça c'est super rigolo. Après, un beau Z3 6 cylindres, pareil que j'ai fait. Mais c'est des voitures que je vous ai présentées parce que je les aime et parce que c'est des vrais auto-plaisirs accessibles. Mais une 205 GTI, c'est super. Il y a plein d'auto-plaisirs. Mais moi, j'aime les années 80, 90 et 2000. Et aussi 70. Bon, ça fait 40 ans quand même, mais j'aime tout. Ah, alors ça aussi, c'est une question qui revient très souvent. Vous êtes curieux et vous voulez savoir avec quoi je roule. Moi, je suis discret, mais je vais quand même vous répondre. Ma voiture de tous les jours, mon daily, euh, je, je vous assure, hein, personne ne se marre, hein, mais j'adore cette caisse. C'est une Subaru Forester Turbo S. Voilà, c'est une sorte de sous-break. C'est une plateforme d'Impreza GT avec un moteur de l'Impreza GT en 2 litres Turbo S, légèrement dégonflé. J'adore cette caisse parce que c'est le délit parfait, je peux tout faire avec. En plus, c'est une 4 roues motrices permanente, qui vente, qui pleuve, qui neige, c'est un TGV. Elle a un défaut, elle consomme l'enfer. Voilà. Je l'aime, mais sauf quand je vais à la pompe à essence, parce elle aime vraiment trop l'essence. Après, j'ai eu des alphas, j'ai encore une alpha dans mon garage parce que voilà, une alpha classique c'est dans mon ADN. J'ai une Mini Cooper, une ancienne, parce que j'en ai eu plusieurs et que j'ai toujours aimé cette voiture. Ça fait partie de moi, quoi. C'est vraiment des voitures qui m'ont toujours accompagné. MX5, j'en ai eu plusieurs. Mazda, voilà, c'est une voiture que j'adore. J'adore les Porsche aussi. J'ai eu aussi la chance d'en avoir, genre 996. Voilà, voilà. J'ai pas un garage de fou, mais il est sympa, quoi. Voilà, c'est quelques autos plaisirs et qui me parlent, qui m'évoquent quelque chose. Donc pas de GT3 RS dernière génération. C'est pas que j'en veux pas, hein, mais j'aime bien avoir plein de petits trucs, pas forcément chers, mais plein de petits trucs. Une autre question également, on me pose la question si cette année en 2025, je vais être présent sur des événements. Oui, je serai sur le Tour Auto cette année, donc du 7 au 12 avril, une édition qui s'annonce vraiment très belle avec un très très beau parcours. On va être la voiture, on va rouler avec Alpha France, qui nous ont accompagnés l'an dernier. Ils nous sont fidèles, on les remercie vraiment. Parce que aujourd'hui, en ce moment, la situation est un peu plus compliquée et la fidélité, ça montre aussi la qualité des gens. Donc je les remercie et je serai en pilote-copilote avec Vincent Cognier qui était mon partenaire l'an dernier. On s'entend super bien, c'est devenu avec le temps un pote et on rigole. C'est 10-12 heures dans la voiture à rigoler. Vincent est exceptionnel. Franchement, il pourrait faire un one-man show. Vincent, fait un one-man show. Mais il est caustique, il est fabuleux. Non, voilà, donc on sera présent là. Il y a une course que j'adore, que j'ai déjà fait 2 fois, c'est les 2 tours d'horloge. Peut-être que je le referai avec le team, avec Christian et Arnold, père et fils, qui sont des amours. Voilà, ils m'ont fait la confiance de m'inviter. C'était une super course. Et on ne dit jamais 203, donc peut-être que ça sera cette année. Et puis, je ne pense pas rouler, mais je serai bien sûr présent au Mans Classique cette année, cet été. Voilà, parce que c'est le Mans Classique, c'est extraordinaire. J'aime l'ambiance. Ça me permet d'être à votre rencontre, de discuter, d'être avec des passionnés pendant 3 jours. Fabuleux, quoi. On est à la maison, on est en famille, on est ensemble. Et c'est donc pas mal. Une autre question qui est beaucoup revenue. Alors, objectivement, celle-ci, je la comprends pas. Au début, je me suis dit, bah, il y en a un qui me charrie, il me sort une connerie comme ça sur les réseaux sociaux. Sauf que ça a été repris. C'est Greg, est-ce que tu te teins les cheveux ou quelle est la marque de ta coloration? Les amis, je ne me teins pas les cheveux. Vraiment, regardez. J'ai des cheveux gris. Et là, il y en a. J'ai peut-être pas une mauvaise génétique, c'est peut-être les origines siciliennes. On est bien brun en Sicile, en général. Et j'ai aussi des cheveux, hein, c'est mes vrais cheveux. Bah, je les perds aussi hein, sur les côtés. Hein. Les golfs, ils arrivent tout doucement. Je suis très inquiet avec mes cheveux. Mais promis, je ne fais pas de teinture. C'est bien mes cheveux, il n'y a pas de coloration. Et si vous vous approchez, vous verrez des cheveux gris. Promis. Une autre question, bien évidemment, par rapport à l'actualité qui revient, c'est comment je vis la fin de Direct Auto. Bah, je la vis, je vais vous poser la question dans votre sens. Quand c'est une émission que vous avez pensée, portée, imaginée, développée, évoluée pendant 19 saisons,
À l'automne, on aurait fait 20 ans. C'est une très grande partie de ma vie, Direct Auto. Moi, je le vis déjà comme une injustice, parce que j'ai jamais eu une lettre recommandée, une remontrance de l'ARCOM. C'est une vraie injustice pour moi, pour l'équipe de Direct Auto, pour tous les gens qui ont supporté, fait évoluer cette émission. C'est une injustice contre vous également, parce qu'on prive les gens d'un programme qu'ils apprécient, qu'ils appréciaient, il faut en parler au passé. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une décision extrêmement totalitaire. Et moi, il y a un truc que je n'aime pas et que j'ai jamais aimé, c'est les punitions collectives. Quand j'étais gosse, si je me tenais à carreau, j'avais pas envie de prendre une punition parce qu'il y avait un camarade de classe qui avait fait le con en cours. Et ça, je déteste ça. Donc pour moi, c'est une vraie punition collective, injustifiée et totalitaire. Et je ne rentre pas dans le débat par rapport à Cyril, etc. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on n'a pas, ça ne devait pas aller aussi loin. Voilà. Donc c'est injuste et c'est surtout des centaines d'emplois qui vont être supprimés. Des gens qui ont toujours bien fait leur travail, qui sont intègres. Et objectivement par rapport à ça, ouais. Donc on le vit pas bien, mais faut se résigner. Mais c'est pas juste, mais c'est comme ça. Forcément, la seconde question qui découle de ce que je viens de vous dire, c'est est-ce que Direct Auto va rebondir sur une autre chaîne? À l'instant T, je ne peux pas vous répondre parce que je ne le sais pas. Bien sûr, je réfléchis de façon ardue à une évolution, à une suite à Direct Auto, peut-être sous un autre format, peut-être plus adapté à la demande d'aujourd'hui. On peut prendre ça un mal pour un bien. Donc, je me dis, ce qui nous est arrivé, ça nous permet peut-être de repenser Direct Auto. Donc, pourquoi pas? Donc, aujourd'hui, bien sûr, je travaille sur des concepts, des nouveaux concepts. Il y a bien sûr de la place pour une autre émission automobile, parce que j'ai vu le nombre de messages que vous m'avez fait, écrits, les gens que je croise dans la rue, que j'ai vu sur des événements automobiles, la sympathie, la compassion. Les gens sont vraiment sincèrement désolés et beaucoup m'ont dit on est orphelin, le samedi matin c'était un rituel, je regardais ça avec mon fils, ou des jeunes qui m'ont dit mais moi je regarde Direct Auto avec mon père, aujourd'hui je travaille dans l'automobile mais parce que c'est vous qui m'avez donné, vous et vos équipes, qui m'avez donné l'amour et la passion de l'automobile. Franchement, quand vous prenez ça en pleine tronche, c'est des grandes baffes de bonheur. Mais putain, vous dites, waouh, j'ai interféré dans la vie de telle ou telle personne. C'est assez fou. Je ne pensais pas que l'émission était si imprégnée et présente dans le cœur des passionnés. Ça m'a fait un choc, mais positif. Et du coup, après, je me dis, ouais, on ne peut pas ne pas continuer, ne serait-ce que pour vous. Donc moi, je suis à bloc pour vous redonner une nouvelle émission. Et aussi parce que Direct Auto, c'était une émission qui montrait des passionnés, qui montrait des petits garagistes, qui montrait des clubs, qui montrait le monsieur et le madame tout le monde qui aiment l'automobile. Et on n'était pas forcément dans l'élitisme. On a bien sûr présenté des voitures de fou, des Bugatti, des Lamborghini, tout ce qu'on veut, mais il y avait toujours cette proximité avec vous, avec les passionnés, parce que moi je suis un type normal, j'aime juste la bagnole, je suis comme vous, et c'est ça qui me plaît, c'est d'aller à votre rencontre. Donc je fais tout pour revenir avec l'équipe et vous faire kiffer, parce que tous vos messages, c'est un encouragement de se battre et de ne pas lâcher l'affaire. La dernière grosse question qui est revenue, c'est qu'est-ce que va devenir et qu'est-ce que sera cette chaîne YouTube? Écoutez, l'idée c'est de vous montrer, d'être encore plus proche de vous, de répondre encore plus à vos questions. En fait, cette chaîne, elle vous appartient. C'est pas la mienne. Elle s'appelle Greg Galifi, mais c'est votre chaîne. Donc moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous me posiez les bonnes questions. Vous me dites, Greg, on aimerait avoir ça, on aimerait avoir ça. C'est pour ça que je fais la foire aux questions, parce que c'était toutes les questions que vous m'avez posées. Moi, j'ai envie d'être encore plus proche de vous et de répondre à votre problématique. Donc, ça va être des essais de passionnés. On a commencé à en faire, le Z3, le Boxster. C'est des voitures de particuliers qui nous font l'amitié et la confiance de nous confier leur voiture pour les essayer, pour vous les présenter. Donc voilà, ce sera plus de proximité, plus de communion autour de la passion auto. Et puis, j'ai envie de rajouter un petit côté lifestyle, parce que j'aime bien ça. Et quand on aime l'automobile, on aime les belles choses, on aime bien manger, on aime les belles routes, on aime un peu la sape. Voilà, c'est vous présenter mes coups de cœur, c'est vous présenter ce que je suis, et sans, entre guillemets, sans le côté télé. C'est vraiment
Greg comme il est avec ses potes. Voilà, bah, cette chaîne YouTube, c'est Greg comme s'il était avec vous autour d'une table, en train de manger un bon plat de pâtes, une pizza, et on parle de bagnole. Voilà. Donc ce sera simple et, euh, et authentique. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà. Pour moi, c'est la base des choses. Voilà. Donc, ça a été une fois aux questions vraiment sincères, du cœur, et de toute façon, elles le seront toutes hein, pour les prochaines. Et voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, n'hésitez pas bien sûr à liker hein, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à en parler autour de vous, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est important que cette chaîne YouTube grossisse, parce que la taille, euh, il faut atteindre une taille critique pour avoir un certain poids. Aujourd'hui, c'est un petit embryon, il faut qu'elle pousse vite pour que voilà, pour qu'on puisse faire des reportages, parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit mais quand est-ce que tu retournes sur la route et que tu nous présentes les passionnés au fin fond de l'Ardèche, etc. Oui, mais tout ça, il y a des coûts. Donc, ben, voilà, pour pouvoir se le permettre, parce qu'aujourd'hui, la chaîne YouTube, elle ne bénéficie pas de la puissance d'un groupe télévisuel. Donc, tout ça, c'est que du perso. Ben, il faut atteindre une taille critique pour pouvoir, entre guillemets, monnayer tout ça, et ce qui nous permet après de vous présenter de plus beaux reportages. Donc, voilà, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, et surtout, ben, on garde la pêche et on kiffe, quoi. On aime les caisses. Je vous embrasse.